Les premiers chapitres de Higurashi se sont concentrés sur différents personnages du groupe. D'abord Rena, puis Mion et sa sœur jumelle Shion, et enfin Satoko. Logiquement, nous devrions en apprendre un peu plus sur la petite Rika désormais. Notre enquête sur les événements se déroulant en juin 1983 va un petit peu changer de forme. Si une des principales interrogations était de savoir si la malédiction était du fait d'humains ou d'une réelle entité surnaturelle, nous en apprendrons plus sur les causes de la malédiction de la déesse Oyashiro. Imatsubushi diffère des premiers chapitres car nous n'allons pas découvrir l'histoire sous les yeux de Keiichi, histoire qui se déroulera quelques années plus tôt. Le destin peut se montrer joueur, découvrons alors ce quatrième et dernier chapitre de l'arc question, appelé Imatsubushi. Un homme attend son avion à l'aéroport. Cet homme s'appelle Akasaka et part revoir un vieil ami rencontré il y a 7 ans, en 1978, un ancien inspecteur désormais à la retraite, Kurodo Oishi. Il souhaite lui parler d'une chose importante, en lien avec quelque chose s'étant déroulé il y a quelques années, en mois de juin. Un jeune garçon entre de l'école. Il passe à côté d'une voiture, entendant le son de la radio disant que le ministre du Développement urbain, M. Inugai, s'est fait prendre à partie. Au même moment, un homme passe la tête hors de la fenêtre de la voiture et demande au jeune garçon s'il est bien Toshiki Inugai. En lisant la plaquette sur son uniforme, l'homme confirme l'identité du garçon. Dans son bureau, le ministre reçoit un appel. La personne au bout du fil lui donne des ordres, lui disant d'ouvrir le tiroir contenant des dossiers sensibles. Après un certain temps, le ministre s'exécute et découvre quelque chose de familier qui le choque. La plaque de l'uniforme de son petit-fils, après quoi le ravisseur raccroche. De son côté, Akasaka se trouve à l'hôpital, rendant visite à sa femme, Yuki, enceinte. Allons accoucher sous peu. La discussion joyeuse se termine par l'homme disant à Yuki qu'une sale affaire est tombée ce matin et qu'il risque de ne pas être présent au moment où elle donnera naissance à leur enfant. Sa femme le comprend et ne lui en veut pas, puis Akasaka sort, tombant nez à nez avec son beau-père qui lui dit de rester fier de son métier. Rejoignant son taxi, Akasaka retourne au QG afin d'assister au briefing. Le chef de la DST expose la situation. Le petit-fils du ministre du Développement urbain, qui est d'ailleurs le fils du secrétaire d'État, s'est fait enlever il y a près de 48 heures. Afin d'éviter tout incident, le ministre tient à ce que tout soit réglé dans le secret. La police n'est donc pas au courant. Le ministre compte d'ailleurs céder aux exigences des ravisseurs, ce qui peut se montrer dangereux car ces derniers ont donc un moyen d'influencer les affaires de l'État. De plus, il semblerait qu'un proche soit un traître qui pourrait avoir une influence avec la police. Si l'affaire éclate, le ministre mourra politiquement parlant, faisant chuter tout un tas d'autres personnes, pouvant mener à la dissolution de la Diète et permettre un retour en force du Parti communiste japonais. Chacun des membres se voit attribuer une mission. Akasaka devra enquêter sur le groupe ayant pris à partie le ministre il y a quelques jours, le groupe anti-barrage de Hinamizawa. Il s'excuse auprès de sa femme, puis prend plusieurs trains afin de se rendre sur les lieux. Le groupe appelé l'Association des comités de défense des abysses des démons est un groupe violent contre le projet de barrage. Ils ont déjà affronté les CRS, détruit des machines de chantier, ont porté plainte, fait du sitting et s'en sont récemment pris au ministre, raison pour laquelle ils font partie des suspects potentiels. Et bien qu'Akasaka comprenne leur motivation, défendre leur habitation, il doute qu'ils soient responsables de l'enlèvement. Arrivé à Gogura, un chef donne des informations à Akasaka sur le groupe de Hinamizawa. Il explique que bien qu'ils soient un groupe violent, ils sont difficilement arrêtables car tout le village est uni, apportant des alibis en béton permettant de masquer chaque acte violent. Concrètement, à Hinamizawa, un crime peut survenir sans qu'il n'y ait aucun témoin, aucune preuve, et les auteurs se feront couvrir par des alibis parfaits. Les enquêteurs officiels n'apprécient pas trop les affaires du village, classant souvent les dossiers sans suite, du fait que les jurés pris au hasard dans la population locale sont toujours en lien avec le village, et donc des soutiens, profitant d'une faille du système. L'influence de Hinamizawa s'étend vers les villages voisins, créant de la corruption. Le chef termine en affirmant qu'il serait capable d'organiser un enlèvement ayant beaucoup de ressources. L'affaire risque d'être plus compliquée que prévu. Tandis qu'il parle avec le chef des renseignements d'Okinomiya, Akasaka fait la rencontre d'un certain Oishi, présenté comme un expert du dossier S, le dossier Sonosaki. Il lui propose de voir le village directement, lui expliquant que les habitants reconnaissent vite les gens et qu'il doit donc se camoufler.
En discutant, Akasaka explique ce qu'il sait, notamment sur les clans fondateurs qui dirigent aussi les comités, et sur le maire Kimiyoshi, qui selon Oishi n'est que du décorum. D'un coup, la voiture se met à se secouer. Ils viennent de sortir de la route goudronnée pour arriver sur le chemin plein de gravillons menant au village. Le paysage se change, rempli de pancartes et panneaux anti-barrage et anti-gouvernement. Puis plus au bout se trouve un barrage où des habitants masqués fouillent les véhicules. Sortant de la voiture, Oishi les surprend et leur dit de les laisser passer. Les manifestants remarquent Akasaka masqué et lui demandent de montrer son visage, mais l'inspecteur calme la situation, leur permettant de passer. Il explique que les habitants argumentent ces contrôles pour empêcher les gens de venir jeter leurs déchets dans des décharges sauvages, une ruse bien ficelée. Désormais, les habitants connaissent la plaque d'immatriculation du véhicule prêté à Akasaka. Ce dernier doit donc bien protéger son identité et cacher qu'il est de la DST. Dans le village, Oishi présente les propriétés des différents clans, terminant par celle des Sonosaki, les vrais dirigeants du village et de l'association. Aux yeux du monde, les Kimiyoshi dirigent les choses, mais en réalité, les Sonosaki sont les maîtres. Oishi lui demande ensuite s'il est bienvenu de Tokyo pour enquêter sur la prise à partie du ministre, ce qu'Akasaka affirme. Mais l'inspecteur se referme et lui demande s'il le prend pour un con, se doutant qu'il se trame quelque chose et essayant d'en apprendre plus en lui proposant des informations. Il lui propose de lui présenter un partenaire possédant des informations importantes en échange d'argent pour son indique. Tandis qu'Akasaka réfléchit à la somme qu'il peut fournir, Oishi lui prend son portefeuille, prenant tout le contenu, lui disant qu'il en aura pour son argent. Akasaka lui explique qu'il semblerait y avoir un traître dans l'entourage du ministre Inugai, lui mettant la pression et le surveillant. Il explique les enjeux politiques qu'Oishi comprend et révèle que le petit-fils du ministre s'est fait enlever il y a 3 jours. S'il voulait une rançon, tout serait déjà terminé. Il le questionne sur la possible implication du village, puis l'inspecteur lui révèle le passé cannibale de Inamizawa, avec leur fameuse tradition d'enlèvement, afin de dévorer les entrailles de leur proie. Lorsqu'une personne disparaît sans laisser de traces, on dit qu'elle a été enlevée par les dieux, mais à Inamizawa, on dit qu'elle est enlevée par les démons Onikakushi. Selon la légende, les gens entrant de force dans le village sont éliminés, et cette croyance reste chez les anciens. S'imaginant la scène, Akasaka trouve cela absurde, bien qu'en réalité, il était déjà envoûté par le village, mais ne le sera que dans bien longtemps. Le lendemain, Akasaka doit attendre le soir afin de rencontrer son futur informateur. Ayant entendu parler des visites du village organisées par l'association, un moyen pacifique de résister au barrage, il contacte la personne organisant cela, mais il lui dit que les réservations sont finies. En expliquant être un touriste souhaitant prendre des photos, le villageois accepte finalement, lui indiquant comment venir en bus et que quelqu'un le récupérera à l'arrêt. Cette visite est une bonne couverture pour l'agent, lui permettant de faire croire qu'il est de leur côté, tout en pouvant poser des questions. Dans le bus, Akasaka arrive en territoire ennemi, s'arrêtant à un arrêt duquel personne ne descend. Malgré son look de touriste, il s'inquiète de se faire découvrir, d'autant plus que tous les passagers semblent le regarder avec mépris, comme s'ils avaient percé sa couverture. Nerveux, il se dirige vers l'arrêt de bus proche et découvre une petite fille endormie. Surpris, il la fixe, se disant qu'elle ressemble exactement à l'image qu'il se fait de leur future fille, s'ils en ont une. Elle finit par se réveiller et croise le regard d'Akasaka, gêné, puis elle se met à faire un miaulement qui étonne l'homme autant qu'il trouve ça mignon, se prêtant au jeu. Arrive alors une voiture, le guide d'Akasaka, qui l'invite à monter avant de remarquer la petite Rika. Elle est au courant qu'il est le visiteur et demande si elle peut l'accompagner, ce qui fait plaisir au futur père. Akasaka trouve le village très beau et agréable et se dit que sa femme se plairait ici, qu'il l'emmènera quand elle aura accouché. Makino, le guide, lui demande pourquoi il n'est pas à ses côtés. Ce genre d'erreur risque de lui être fatal, mais par chance le vieil homme n'y prête pas attention. En fin d'après-midi, Rika propose d'aller voir la vue depuis le temple Furude. Il comprend alors que Rika est une Furude et se rappelle que l'association se trouve au sanctuaire. C'est une occasion en or d'accéder à la propriété privée. De nombreuses voitures sont garées devant, modifiées avec des haut-parleurs et slogans anti-barrage. Makino en explique la raison, ce à quoi Akasaka répond qu'il pense qu'il vaut mieux répondre de façon pacifique. Rika lui répond en lui demandant ce qu'ils doivent faire pour ne pas voir leur village inondé. Ayant à nouveau parlé trop vite, Akasaka s'excuse, mais Makino le rassure et est content que le village lui plaît. Il aimerait convaincre toujours plus de monde pour forcer l'État à abandonner le projet. Des personnes âgées se trouvent devant le bâtiment de l'association. Elles saluent Rika ainsi qu'Akasaka, sachant qu'il est le visiteur, puis papotent avec lui. Rika les interrompt, voulant montrer la vue aux touristes. Akasaka est stupéfait devant le tableau se dressant devant lui.
et il espère que le village ne finira pas inondé. Rika affirme alors que le projet sera retiré, que cela est déjà planifié et décidé. Surpris, l'agent la questionne, se disant qu'elle ment, mais Rika continue de dire que tout est déjà décidé, comme si elle savait quelque chose. Son ton change alors, devenant plus mature. Elle dit alors à Akasaka de se casser à Tokyo, sinon il le regrettera toute sa vie. Il ne comprend évidemment rien à ce revirement, mais Rika garde ce ton sec et ce langage vulgaire. Il ne reconnaît plus la petite fille d'avant. Elle est bizarre, cela lui fait peur, et Rika en rigole, comme si elle lisait dans son esprit, avant de tomber par terre et de redevenir innocente, comme avant. Akasaka croyait qu'elle était vraiment possédée par quelque chose. Une vieille dame les appelle alors pour boire du thé. Rika invite l'homme perdu comme si de rien n'était, faisant style de ne se souvenir de rien. Mais ce malaise finit par se dissiper alors qu'il passe la soirée avec les villageois avant de repartir, se faisant inviter à revenir demain. En voyant la petite Rika, il se dit qu'il a sans doute imaginé la scène étrange. Quoi qu'il en soit, le fait qu'elle l'apprécie lui permet d'accéder au village sans problème. De retour à l'hôtel, Akasaka se fait réveiller en sursaut par le téléphone. Il devait faire son rapport à son chef. Il explique être allé sur place et avoir obtenu la sympathie et l'accueil des villageois, mais ne peut pas affirmer la non-implication de l'association. À Tokyo, les autres agents n'ont pas non plus de résultats. Akasaka doit régler sa mission au plus vite afin de retourner à la capitale. Alors qu'il se dit qu'Oishi ne l'a toujours pas appelé, le téléphone retentit. Il s'agit de l'inspecteur, blaguant directement. Il lui explique que l'influence de l'association s'étend dans les villes alentours, surtout à Okinomiya. Ils devront donc se rejoindre plus loin pour parler sans risque. Au point de rendez-vous, Oishi fait directement des propositions graveleuses à Akasaka. Un autre homme est présent, son informateur, qui est l'exact opposé du calme et sérieux qu'il est. Il en vient à s'inquiéter sur la qualité des informations qu'il obtiendra. Oishi les emmène alors dans un club de Mahjong où les attend un autre homme. Akasaka est vu comme un bleu. Il comprend rapidement que les trois hommes essayent de le plumer au jeu. Mais il ne se laisse pas faire, parvenant à bloquer la tentative de triche des vieux en annulant la partie. Les trois vieux sont surpris et apprennent qu'il joue avec des yakuza et des professionnels pour des sommes élevées. Il est donc plutôt doué. Après avoir discuté Mahjong, le vieil homme les ayant rejoints s'en va. Il explique être le chef de chantier de la construction du barrage de Inamizawa et que les habitants lui cherchent des ennuis constamment, mais qu'il se défend. Oishi s'en va à son tour, laissant Akasaka avec l'informateur, Sato. Ce dernier l'emmène jusqu'à sa voiture afin de parler sur la route en toute sécurité, tout en vérifiant que personne ne les suive. Il explique qu'hier, les Sonosaki ont organisé une réunion où était présente la chef, Oryo, surnommée l'impératrice Sonosaki de par la crainte que les gens ont d'elle. À ses côtés se trouvait Mion, l'héritière, ainsi que les autres membres des clans. La réunion semblait d'un autre temps, les Sonosaki régnaient en dictature, imposant une certaine soumission aux autres membres qui souhaitaient diminuer le cours financier du soutien de l'association auprès des habitants. Des hauts placés du gang tenu par le père de Mion étaient aussi présents. Oryo révèle alors une de leurs informations, la disparition du petit-fils du ministre. Parlant de façon énigmatique, la vieille femme espère que cela serve de leçon et que le petit ne soit pas blessé. Pour autant, les Sonosaki ne sont peut-être pas impliqués directement. Le système de Oryo fonctionne de sorte que dès qu'elle se plaint de quelque chose, quelqu'un du village peut faire un petit geste pour résoudre son problème et attirer ses faveurs. Ainsi, la vieille dame n'a pas besoin de se salir les mains. Sato questionne Akasaka, lui demandant s'il ne serait pas de la DST, puis lui révèle que durant la réunion, les membres ont indiqué être au courant qu'un agent de la DST est présent au village. Cette information fit réagir directement la petite Rika, jouant sur le fait qu'il s'agisse d'un bleu. Oryo ajoute qu'il ne vaut pas la peine de réagir, sauf s'il fait quelque chose de malpoli. Ainsi, il se dit que sa couverture était cramée dès le départ, expliquant les regards étranges dans le bus. Tout le monde était au courant, mais personne n'a rien fait, car la vieille Sonosaki a interdit de le toucher. Déposé, il repense aux paroles étranges de la petite fille, souhaitant retourner à Tokyo. La nuit fut difficile pour Akasaka, se faisant réveiller par le bruit du téléphone. À l'autre bout se trouve Oishi, lui expliquant qu'un objet trouvé pourrait beaucoup l'intéresser. Directement, l'agent se rend au commissariat et apprend qu'un portefeuille a été retrouvé portant le nom de Toshiki, ainsi qu'une carte de cabinet de dentiste dont le numéro de téléphone associé au numéro de client correspond à celui du jeune garçon disparu. Directement, Akasaka appelle son chef qui lui annonce lui envoyer des hommes d'ici ce soir, puis lui demande de se rendre à l'endroit où le portefeuille a été retrouvé. Oishi lui explique que l'objet a été retrouvé dans le coin de Takatsudo, un village quasi fantôme proche de Inamizawa. L'agent demande si Oishi peut l'y déposer, ne connaissant pas le chemin, d'autant plus que les habitants pourraient avoir fait le rapprochement entre l'information de l'agent de la DST envoyé et lui.
Ils vont devoir faire vite s'ils veulent éviter que l'enfant soit déplacé autre part lorsque les ravisseurs apprendront que la police a trouvé son portefeuille. Avant de partir, Oishi propose un gilet de protection à Akasaka, au cas où. Toshiki Inugai savait que son statut de petit-fils du ministre du Développement urbain pourrait lui apporter des problèmes. C'est d'ailleurs pour mettre la pression à son grand-père qu'il a été pris en otage. Ne voulant être un poids pour lui, il réfléchit à un moyen de s'échapper. Il savait que ses ravisseurs devaient le garder vivant, et bien qu'il ne puisse ni voir ni parler, il fit mine de souffrir. Les kidnappeurs pensaient lui avoir bouché les oreilles, mais en réalité, il pouvait entendre leur conversation. En panique, il décide de faire venir un médecin, il doit donc faire comprendre la situation. Un jeune docteur arrive, qui n'est autre qu'Irie. Ce dernier l'observe et indique qu'il faudrait l'emmener à la clinique pour l'examiner, puis il remarque une cicatrice d'une récente opération, la palpant, ce qui fait hurler le petit garçon, espérant que son petit tour puisse le faire aller à l'hôpital. Arrivant au barrage menant à Inamizawa, Akasaka ne prend même plus la peine de se camoufler, certain d'être déjà repéré. Avec le contexte du barrage, le village est comme en condition de guerre, ainsi les agents risquent leur vie ici, bien que les armes à feu ne circulent presque pas dans le pays. Par précaution, Oishi a prévenu ses collègues de leur excursion au village et s'est équipé d'un transmetteur. Ce dernier tente de rassurer Akasaka, nerveux, en lui disant qu'ils ont toujours leurs armes à feu, bien qu'aucun des deux ne l'ait jamais utilisé. Sur la route au loin, du bruit résonne, des manifestants, près d'une soixantaine de personnes faisant front à plusieurs fourgons de CRS. Les habitants font énormément de bruit afin de combattre les policiers tout en passant dans les mailles du filet des lois, récitant des sutras, des écrits religieux qui les empêchent d'être considérés comme faisant du tapage sonore. Un groupe se trouve assis devant la voiture des agents, ainsi Oishi sort pour s'en occuper. C'est alors qu'Akasaka remarque une ombre, Rika le regarde. Il lui répond en lui faisant un salut de la main, arrive alors l'inspecteur, démarrant, tandis que l'agent remarque que la petite fille semble dire quelques mots qui lui sont incapables de déchiffrer au vu du bruit ambiant. Pourtant, il a l'impression qu'elle lui dit « Je t'avais prévenu, pourtant, imbécile ». Le duo arrive finalement dans le hameau désertique de Takatsudo, abandonné en grande partie à cause de son isolement de tout. Il n'y a que quelques paysans de Inamizawa qui passent par ici matin et soir pour cultiver les terrains. Akasaka est étonné que des personnes circulant en voiture puissent trouver le portefeuille de l'enfant disparu. A priori, quelqu'un ayant mal au ventre s'était arrêté et l'aurait trouvé. Dans la région, ce genre d'heureux hasards sont communs, surtout pour mener en bateau les gens. Ainsi, Oishi explique qu'Oryo Sonosaki a parlé de cet enlèvement, en disant espérer que l'enfant soit relâché bientôt. Et lorsqu'elle espère quelque chose, quelqu'un fait un petit geste. Ce qui veut dire que le village a sans doute eu ce qu'il voulait, l'arrêt de la construction du barrage. Akasaka repense aux paroles étranges de Rika. Oishi lui explique que la petite fille est un peu la mascotte du village, car les habitants la considèrent comme la réincarnation de la déesse Oyashiro et qu'elle aurait des sortes de pouvoirs. Face à eux, l'inspecteur remarque quelque chose de rare par ici. Une voiture arrive. En faisant des signes, Oishi la fait s'arrêter et découvre qu'il s'agit du docteur Irie, disant avoir rendu visite à un patient. En repartant, l'inspecteur trouve cela suspect, car ce n'est pas le jour des visites du docteur, il doit donc s'agir d'une urgence absolue, ou alors d'un patient un peu trop spécial pour être emmené à la clinique, d'autant plus que le coin est quasi désertique. La pluie se met à tomber. Oishi arrête la voiture, afin qu'il se dirige vers un bâtiment appartenant aux eaux et forêts, où se trouve une voiture garée à côté. Par sécurité, il prévient le central via la CB, leur disant d'envoyer une patrouille s'il ne les recontacte pas dans 5 minutes. De leur côté, les ravisseurs ont entendu la voiture, sachant que ce sont des policiers. L'un propose de s'occuper d'eux, tandis que son complice sort par derrière avec l'enfant. Oishi toque à la porte, tombant nez à nez avec l'homme qui tente de le tromper. Akasaka a contourné le bâtiment, tombant sur le complice en fuite, ce qu'Oishi comprend par les bruits de lutte au loin. Mais l'homme face à lui réagit plus vite, le frappant. Akasaka a aussi des ennuis. Il appelle Oishi, mais ce dernier doit d'abord s'occuper de son adversaire. Malheureusement, il se fait dominer, se faisant étrangler par le ravisseur, qui n'a pourtant pas l'intention de le tuer. De son côté, Akasaka poursuit le complice qui tient l'enfant sur son épaule. La perte d'équilibre le fait chuter, les deux hommes se battent alors, violemment. L'agent se trouve à terre, sur le point de perdre, mais parvient à attraper une pierre avec laquelle il frappe son adversaire. Tandis qu'il somme le ravisseur de se rendre, ce dernier sort une arme à feu. Akasaka lui dit que cela est inutile, qu'ils ont déjà perdu car les renforts sont en route. Il entend alors un bruit derrière lui, Oishi. Mais en réalité, il s'agit de l'autre ravisseur. Akasaka tente de se déplacer lentement vers l'enfant pour lui permettre de fuir, tandis que le nouveau ravisseur sort son arme, ordonnant à l'agent de se mettre à terre, mais il refuse toujours. La réponse est immédiate, il se fait tirer dessus dans l'épaule. Ce ravisseur ne va pas hésiter comme l'autre.
Toshiki est toujours à ses côtés, ainsi il hésite entre vraiment le leur laisser ou alors le protéger au péril de sa vie. Il fait évidemment le meilleur choix, celui de plaider pour sa vie, prenant l'air paniqué afin de déstabiliser les ravisseurs, détournant ainsi leur attention afin qu'Oishi puisse intervenir, leur attrapant leurs armes. Rapidement, les deux malfrats prennent la fuite, leur tournant le dos, ce qui empêche le policier de leur tirer dessus. L'enfant était enfin sain et sauf, Akasaka se sentit alors léger, très léger. Le jeune agent se réveille dans un lit inconnu. Le docteur arrive alors. Irie lui explique qu'il est dans sa clinique suite à sa blessure à la tête. Il part ensuite chercher Oishi, puis laisse les deux hommes. L'inspecteur explique ne pas avoir réussi à rattraper les ravisseurs, mais que l'enfant va bien et se trouve au commissariat. La DST a interdit toute enquête et l'affaire va être vite étouffée. Il a apprécié l'intervention de la DST qui a permis de remettre en place les Sonozaki. Il annonce aussi à Akasaka que ses collègues sont en chemin et qu'il sera rapatrié avec les honneurs pour son bon travail. L'agent veut pouvoir appeler sa femme à temps pour lui dire qu'il va rentrer plus tôt que prévu et se dépêche d'aller vers l'entrée pour téléphoner. Mais étrangement, il n'y a pas de tonalité et sa pièce ressort. Demandant de l'aide à quelqu'un, la personne remarque que le fil est coupé et lui dit qu'une cabine téléphonique se trouve du côté de la rue commerçante. Il ne lui reste que peu de temps avant la fin des temps d'appel, ainsi Akasaka se hâte et trouve la fameuse cabine qui, une nouvelle fois, ne réagit pas. Le cordon est aussi coupé. Bien que blessé et fatigué, il est déterminé à rejoindre une autre cabine qu'une vieille dame lui indique. Il s'éloigne de plus en plus, tandis que la nuit tombe et atteint l'endroit. Mais une nouvelle fois, le cordon est sectionné. Akasaka voit alors une silhouette, Rika. La petite fille lui dit que les patients ne devraient pas vadrouiller, ce à quoi l'agent lui demande si c'est elle qui s'est amusée à couper les cordons, n'obtenant pas de réponse. Elle lui dit qu'il ne peut plus rien faire et qu'elle sait qu'elle lui fait peur. Même s'il cherche un autre téléphone, il est trop tard. Conscients, les deux parviennent à se calmer et la petite Rika accompagne Akasaka sur le retour. Elle dit alors que c'est une bonne chose qu'il ait retrouvé l'enfant sain et sauf, montrant à nouveau qu'elle est au courant, puis lui demande comment vont ses blessures. Elle lui dit ensuite que ses chances de survie étaient très faibles et qu'elle ne voulait pas le voir mourir. Akasaka la remercie pour ses mises en garde, lui disant lui être redevable, ce qui rend fière la petite fille. Ils arrivent alors au temple Furude, où se déroule la fête du village, la purification du coton. Cela n'a pas l'air d'enchanter Rika, la fête n'étant pas très grande avec peu de choses, surtout des vieux alcoolisés. Les deux discutent alors des événements, que le village ne sera pas englouti et qu'il pourrait être en paix. Mais cela fait rire Rika, qui parle de meurtres sanglants qui auront lieu tous les ans. Elle annonce alors que dans quelques années, elle se fera assassiner, que c'est quelque chose de planifié depuis longtemps, puis se met à décrire en détail les futurs meurtres qui auront lieu les prochaines années, le chef de chantier démembré, les parents de Satoko se faisant pousser, la mort de ses propres parents, la tante de Satoko massacrée, et finalement sa propre mort en l'an 58. Pourtant, elle veut seulement vivre heureuse, entourée de ses amis. Tandis qu'elle regarde le sol, un homme ivre vient les interrompre, les emmenant vers les festivités. Akasaka est mal à l'aise, se disant que les instigateurs de ces crimes sont sans doute présents, notamment les Sonozaki. Au fond, il comprend les villageois. Même s'il savait quelle était sa mission, ils l'ont accueilli et apprécié. Ils auraient pu être bons amis et espèrent revenir ici quand tout sera devenu paisible. Arrive alors un homme lui disant que tout le personnel de l'hôpital est inquiet qu'il se soit enfui, et Koichi aimerait être tenu au courant quand il rentrera chez lui. L'agent se décide alors de rentrer à l'hôpital et de le rappeler demain. Akasaka se réveille d'un cauchemar, en compagnie de Miyuki, sa fille. Ils se trouvent dans l'avion les emmenant à Hokkaido. Un homme les attend, Oishi. Ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Le soir, à l'hôtel, le duo discute du passé, notamment du fait que les deux ravisseurs n'ont jamais été retrouvés et que l'affaire a été étouffée. Il s'agit aussi des 7 ans de sa disparition. En effet, le lendemain de son escapade nocturne, Akasaka s'était rendu au commissariat d'Okinomiya, téléphonant à ses supérieurs, apprenant alors que sa femme avait eu un accident qui lui a été fatal. Par chance, elle avait déjà accouché. La pauvre femme se rendait sur le toit de l'hôpital lorsqu'elle n'avait pas son mari au téléphone, pensant fort à lui pour le soutenir. Mais un soir, en glissant sur un carreau, elle fit une mauvaise chute dans l'escalier, tombant dans un mauvais angle, lui étant mortelle. C'était la faute à pas de chance. Akasaka comprend alors les paroles de Rika lorsqu'elle lui avait dit de rentrer à Tokyo, sinon il le regrettera. Sa femme est morte le 3e jour de son enquête, juste avant qu'il ne se mette à rechercher un téléphone. Rika a donc coupé les câbles afin qu'il ne puisse pas apprendre la nouvelle le soir même, ce qui aurait pu le détruire encore davantage. Elle ne voulait qu'amoindrir le choc. Rika était considérée par les villageois comme la réincarnation de la déesse Oyashiro, ayant alors le don de voir dans l'avenir. Après avoir enquêté sur la mort de sa femme, Akasaka conclut que c'était un accident
considérant alors les paroles de Rika comme une prédiction et non comme une menace. Mais Aoshi demande alors pourquoi, si Rika avait vraiment un pouvoir de prédiction, elle n'a rien dit concernant la catastrophe naturelle allant se produire et emportant des centaines de vies. Car en juin 1983, un gaz mortel s'était répandu depuis le marais jusque dans tout le village, tuant tous les habitants. Certaines personnes disaient que c'était une punition divine pour avoir tué la réincarnation de la déesse, c'est-à-dire la petite Rika. Akasaka est choqué d'apprendre cela. Il était au courant de sa mort, mais pensait qu'elle était due au gaz et non un assassinat. Aoshi lui explique qu'ils n'ont pas vraiment pu enquêter sur la malédiction car la zone a été placée en quarantaine, d'autant plus que tous les témoins possibles du village sont morts. Quoi qu'il en soit, il eut bien la malédiction de la 5e année, la victime étant Jiro Tomitake et la personne enlevée par les démons, Miyo Takano. Le lendemain de la mort des deux amants, c'est au tour du collègue d'Oishi, Kumadani, de disparaître. Puis le surlendemain du festival Watanagashi, c'est le docteur Irie qui sera retrouvé mort, s'étant suicidé avec des médicaments. Puis le même jour vers midi, c'est Rika qui fut découverte morte, entièrement nue, les organes internes sectionnés, retirés et placés un peu partout à côté. Tout cela s'est passé alors que la jeune fille était encore en vie, dans une manière rituelle. Ses craintes et annonces étaient donc fondées. À Inamizawa, le fait de découper les entrailles d'un être humain a une signification religieuse. La déesse Oyashiro serait apparue afin que les démons cessent de manger les humains, et Rika était justement vue comme la réincarnation de la déesse. Le même jour, les gaz se formèrent dans le marais du village, tuant toute forme de vie. Ce marais, l'abysse des démons, était soi-disant relié au royaume des morts, l'endroit par lequel les démons seraient arrivés. La légende raconte aussi que lorsque la déesse se met en colère, elle ouvre les portes de ce royaume, libérant les miasmes des enfers. En prenant cela en compte, lorsque Rika, la réincarnation de la déesse, s'est faite assassiner, la déesse s'est mise en colère et a anéanti le village avec le gaz, le miasme mortel provenant de l'abysse des démons. Il est donc possible que des fanatiques religieux aient tenté de provoquer la colère de la déesse afin de déclencher cette catastrophe. Akasaka révèle que Rika lui avait prédit tous les meurtres liés à la malédiction une année avant la première victime. Oishi est évidemment choquée d'apprendre cela, ne comprenant pas pourquoi elle n'avait rien dit, comme si elle avait déjà tout abandonné. Pourtant, elle disait vouloir vivre à tout prix, ce qui ne colle pas. Akasaka s'en veut de ne pas avoir pu aider la petite fille, elle qui avait tout fait pour le protéger de la mort de sa femme après avoir tenté de l'avertir. Il avait fait un trait sur beaucoup de choses du passé afin de surmonter la tragédie. Il se souvint du village lorsque la catastrophe fut diffusée à la télé, mais le choc d'apprendre que la petite Rika était morte torturée de cette manière-là, alors qu'elle lui avait demandé de l'aide, cela blesse Akasaka, il s'en veut profondément. Les deux hommes se motivent alors, déterminés à découvrir la vérité sur la tragédie de Inamizawa. Tandis qu'il se met à pleurer, sa fille arrive, lui tendant la main pour le consoler. Mais au lieu de voir Miyuki, il croit voir Rika, lui disant de ne pas pleurer, compatissant avec lui. Il raconte à sa fille avoir rencontré une petite fille semblable à un ange, et qu'un jour, ils la reverront. En cherchant la tombe de Rika, les deux hommes apprirent que sa dépouille fut brûlée et ses cendres placées dans le caveau ancestral du clan à Inamizawa. Malheureusement, un embargo sur le village empêche quiconque d'y pénétrer. Un an plus tard, le duo publie un livre relatant les événements tragiques, les meurtres, la malédiction, se concluant par la catastrophe naturelle. Avec cette publication, ils espèrent retrouver des témoins et faire en sorte que l'enquête ne sombre jamais dans l'oubli. Imatsubushi signifiant pour tuer le temps, est le quatrième et dernier chapitre concluant l'arc question de Higurashi. Ce chapitre diverge des autres se déroulant dans le passé, 5 ans avant les événements des précédents tomes, en 1978 donc, soit 1 an avant le début de la malédiction. Nous y suivons Mamoru Akasaka, un agent d'une cellule d'enquête gouvernementale secrète appelée la DST. Cet homme part rejoindre en 1985, en compagnie de sa fille, un ancien ami, Oishi, qu'il avait rencontré lors de sa première enquête l'ayant emmené à Inamizawa. Le petit-fils du ministre du Développement urbain, responsable du projet de barrage, s'était fait kidnapper. Parmi les suspects se trouvait l'association anti-barrage du village. Ainsi, Akasaka fut envoyé là-bas, tandis que sa femme se trouvait à l'hôpital, sur le point d'accoucher. Il rencontra là-bas la petite Rika, qui s'attacha à lui, paraissant d'ailleurs très mystérieuse et terrifiante. En effet, la soi-disant réincarnation de la déesse avait averti l'agent indirectement de la mort de sa femme, puis tenta de limiter la casse. Elle lui prédit aussi les différents morts liés à la malédiction, ainsi que sa propre mort à elle, demandant son aide. Mais en apprenant la mort de sa femme, Akasaka suivit une thérapie qui lui fit oublier le village, jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de tous les habitants suite à une catastrophe naturelle. Il renoua contact avec Oishi et lui rendit visite.
Là-bas, les deux partagèrent leurs informations, notamment que la mort de la réincarnation de la déesse, Rika, pouvait provoquer la colère de la déesse Oyashiro, cette dernière ouvrant les portes de l'abysse des démons afin d'y laisser passer le miasme des enfers. Et justement, le soir de la mort sadique de Rika, le marais diffusa un gaz mortel, tuant tous les habitants de Inamizawa. Akasaka apprend donc que la petite fille s'est faite assassiner alors qu'elle lui avait demandé son aide, et Oishi apprend que Rika avait révélé tous les meurtres une année avant leur commencement. Ainsi, ils décident d'enquêter ensemble afin de découvrir la vérité et de laisser des traces de cette tragédie dans les mémoires. Imatsubushi apporte un point de vue externe et se détache donc des précédents chapitres en apportant des thèmes un peu plus matures et adultes, notamment le regret, les remords et le deuil. Car en effet, Akasaka est tenté par le regret. Il apprend en pleine enquête la mort de sa femme, décédée dans un accident. Il culpabilise, se disant qu'il aurait dû être avec elle, d'autant plus que Rika l'avait averti. Mais la jeune fille l'avait aussi averti de sa propre mort à elle, chose qu'Akasaka avait oubliée et qu'il regrette désormais, se sentant coupable de ne pas avoir pu répondre aux appels à l'aide d'une petite fille qui avait tout fait pour lui faire comprendre les dangers que courait sa femme. Rika en elle-même porte aussi le regret de connaître sa future mort et de ne pas pouvoir profiter d'une vie heureuse avec ses amis. Oshi lui aussi regrette de ne pas avoir pu résoudre cette affaire à temps, il a perdu des amis chers et se sent coupable de ne pas avoir pu obtenir la confiance des villageois et de Rika. Chacun souffre donc, Rika regrette un destin fatal, Akasaka culpabilise de ses actions manquées, et Oishi a des remords sur son passé. Le destin est donc un élément important dans cet épisode. J'en faisais subtilement mention dans la toute première vidéo, et cela est davantage montré dans ce chapitre-ci. Rika connaît les futurs événements tragiques touchant ceux ayant un lien avec Inamizawa, car ses possibles pouvoirs ne semblent pas se limiter seulement au destin des habitants, pour cause, elle connaît la mort de la femme d'Akasaka. Ces prédictions instaurent un sentiment de fatalité, les personnages semblent prisonniers d'un destin funeste, un cycle macabre que la petite fille souhaite briser pour vivre heureuse. Ce thème du destin inévitable était déjà visible dans les précédents chapitres, tout finissait toujours mal, ajoutant davantage à ce côté fataliste. La dimension temporelle est aussi explorée dans ce chapitre, l'histoire principale est racontée via un flashback se déroulant en 1978, avant de reprendre 7 ans plus tard. Le titre en lui-même suggère cette dimension, Imatsubushi signifiant pour tuer le temps, et permet d'ouvrir une perspective future sur l'utilisation du temps dans l'œuvre, chose qui était déjà plus ou moins entamée par le système de boucle temporelle du mois de juin 1983. L'arc souligne donc à quel point la perception du temps est cruciale dans la tragédie de Inamizawa. Un dernier thème est celui du lien intergénérationnel, que ce soit entre Akasaka et Aoshi, Akasaka avec Rika, et Rika en lien avec une déesse ancienne. Il existe un véritable lien entre les différents personnages qui défie justement les rouages du temps. Le lien entre la petite Rika et Akasaka est le plus visible. Le jeune homme l'admire, y voyant en elle sa future fille, allant naître dans quelques jours. Son côté paternel ressort, tandis que la petite fille en joue pour l'approcher et tenter d'obtenir son aide, qui pour une raison pour l'instant inconnue, semble essentielle. Rika est aussi en lien avec la déesse Oyashiro, elle est considérée comme sa réincarnation, à tel point que sa mort pourrait provoquer la colère de la déesse, qui décidera d'anéantir le village tout entier. Rika Furude est donc enfin développée dans ce chapitre. Dans les précédents, elle était toujours discrète, créant un voile de mystère autour d'elle qui ne fait que se confirmer et s'intensifier. Son côté divin apporte en elle du mysticisme et une certaine forme d'oppression divine, couplée à sa connaissance du destin funeste. Elle semblera même se faire posséder par moments, parlant d'une voix mature de jeune femme, notamment lorsqu'il s'agit de raconter les conséquences du destin macabre, comme si elle subit ces événements, la faisant vieillir psychologiquement parlant. Ainsi se mêle une certaine sagesse à son innocence enfantine. Mais un réel mal-être peut se faire ressentir. La petite fille est consciente de ce qui l'attend, et elle le craint. Elle demande de l'aide et est prête à tout pour cela, payant d'abord le prix de l'avertissement de la mort de la femme de l'agent, avant de demander quelconque aide, qu'elle n'obtiendra malheureusement que trop tard. Rika semble porter les marques d'un destin tragique dont elle est victime. Akasaka, quant à lui, est présenté au départ comme un bleu, un jeune agent inexpérimenté mais dévoué, que ce soit envers son travail ou sa famille. Pour lui, une nouvelle vie commence, que ce soit avec son emploi récent à la DST ou avec sa femme allant accoucher sous peu. C'est quelqu'un de responsable, professionnel, qui a hâte de devenir père. Il se rapproche de Rika, voyant en elle sa future fille. Il verra ses différents côtés, notamment lorsqu'elle le met en garde ou lui annonce les futures victimes du village.
Malheureusement, ses vies professionnelles et personnelles entreront en conflit, n'étant pas compatibles. Il devra faire un choix dont il n'a pas conscience et choisira indirectement son travail, condamnant sa femme. À partir de là, il entrera dans une boucle de culpabilité, que ce soit pour la perte de sa femme ou de ne pas avoir pu répondre aux appels à l'aide de Rika. Il finira par transmettre l'histoire des événements mystérieux du village en écrivant un livre avec l'inspecteur Oishi. Ce dernier est aussi un peu plus développé. Nous y découvrons un homme dévoué dans son emploi de policier, qui malheureusement regrettera aussi de ne pas avoir pu faire les choses correctement et empêcher les tragédies de se produire. Même en étant à la retraite, il continuera d'enquêter, déterminé à découvrir la vérité. Ainsi, Matsubushi se distingue par son approche plus mature, apportant davantage de poids sur l'importance et les conséquences du temps et du destin. Rika particulièrement est entourée de mystères. Elle semble savoir beaucoup de choses mais ne peut ou ne veut pas en parler, comme si cela n'allait rien changer selon elle. Ces non-dits et occasions manquées forment du regret et du remords dont souffriront tous les personnages, subissant les conséquences d'un manque de communication et de confiance allant coûter la vie à tout un village. Imatsubushi est un peu un mélange de tragédie et de polar, créant davantage d'interrogations que le futur arc-réponse commencera à éclaircir. J'espère que cette quatrième vidéo concluant l'arc question de Higurashi vous aura plu. Nous allons enfin rentrer dans le gros de l'œuvre. L'arc réponse va être beaucoup plus conséquent et vous vous rendrez progressivement compte de toute la complexité de Higurashi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir par les likes, les commentaires ou le partage, et vous pouvez le faire aussi directement via Tipeee. Je remercie ceux soutenant la chaîne, et si mon travail vous plaît, vous pouvez y contribuer. Vous obtiendrez ainsi l'accès aux futures vidéos un jour en avance. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la série. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.